Mais madame, j'ai pas juste. Parce qu'il y en a 72. Et j'ai mis 28 parce que si dans le 72, si je mets 70, 30. Mais il y a le 2, ça va me faire 102. Si j'enlève le 2, ça me fait 28. Ah, bien. Ah oui. Et c'est écrit 28 là? Bah ouais. Ah oui, c'est que moi j'ai pas su décoder le gribouillis. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, c'est juste, hein. Non, le raisonnement est tout à fait juste. Je suis d'accord. En fait, là, c'est juste un problème d'écriture comme tout à l'heure avec le 4. Je pense même que là, vous aviez raison. Hein. Mais comme votre chiffre n'est pas bien formé, ben, la personne qui ne vous connaît pas et qui lit, eh ben, elle mélange entre le 4 et le 9. Oui, je me demande quand même si c'est pas un 4 qui était mal dessiné. Vous voulez juste écrire le bon nombre à côté et tout est parfait, quoi. C'était juste, en fait. Et vous avez fait un sacré raisonnement avant, hein. C'est plus 2, moins 2 et tout. Ah. Bon, bah voilà. 2 exemples dessus. On va les ranger dans la classe. Vous voulez que je recommence depuis le début, donc? Ou alors commencer? Il faut vérifier juste qu'elle connaisse vérifier bien les sons complets et voir le titre. Par contre, elle veut ça dans sa propre. L'affiche. Alors, donc ce dispositif Ulysse, en fait, c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ce sont des dispositifs qui existent déjà depuis un certain nombre d'années, qui ont eu différentes dénominations, comme les UPI précédemment. Le gros changement a été justement que c'est un dispositif qui est mis en place pour soutenir la scolarisation des élèves au sein du collège. C'est-à-dire que le principe initial est que les enfants soient collégiens, en premier lieu, quelles que soient leurs compétences, et qu'ensuite le dispositif vienne soutenir par la construction d'emplois du temps adaptés, la construction de parcours, le soutien qu'on apporte à leurs apprentissages, à leur compréhension, à la découverte aussi du collège, parce que c'est un univers bien nouveau pour eux quand ils arrivent en 6e. Et puis on va travailler sur 3 axes principaux. La construction d'un projet d'orientation pour le jeune qui soit concerté entre la famille, le jeune et l'établissement scolaire. Et puis parfois plein d'autres partenaires qui sont autour du jeune. On essaye d'associer le plus de personnes possible pour que ça soit cohérent face aux compétences et aux habiletés aussi sociales du jeune. On travaille aussi bien sûr la poursuite des acquisitions scolaires, mais aussi sociales, et tout ce qui relève de la communication, du savoir-être. Et bien sûr, on soutient après tous les enseignements qui se font à côté et tout ce qui va permettre à l'enfant d'être collégien, d'exercer son métier de collégien, même s'il peut avoir des difficultés importantes. Les jeunes qui sont accueillis au niveau du dispositif sont tous des jeunes qui ont une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées. Donc ils ont tous une reconnaissance de handicap. Dans le dispositif, nous, on a principalement du handicap cognitif. On peut avoir des troubles autistiques associés ou des troubles psychologiques qui sont souvent soutenus et accompagnés, en plus en dehors de l'établissement, par des services médico-sociaux adaptés. Voilà. L'objectif de ce dispositif, c'est vraiment qu'on puisse accompagner les jeunes à être membres de leur classe de référence, même si parfois on est obligé, par exemple, de descendre en niveau -1 sur certaines matières pour que ça reste cohérent et qu'ils arrivent à suivre au moins une partie des enseignements. Mais il faut qu'ils appartiennent à un groupe. Le dispositif n'est pas une classe. Dans l'établissement ici, on a une politique inclusive forte et les élèves peuvent aller de, on va dire, 30% de leur temps en classe d'inclusion à 75%. C'est pas tout à fait pareil en fait. On fait des autres exercices que les autres ne font pas en fait. On n'a pas les mêmes cours. Et en fait, moi j'ai pas, comment dire ça, français et maths, parce que j'ai des difficultés de maths et français. Voilà. En fait, j'apprends tout plein de nouvelles choses. Les autres, ils sont gentils avec moi. Madame Gourlet, elle m'apprend bien. Elle est géniale, juste. Et je suis trop contente d'avoir des amis comme eux, par exemple, parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais t'es une Ulysse, c'est tout ». Mais en fait, non, je suis trop contente de venir au Collège Bel Air.
et j'aime bien, c'est ce que je fais. Moi ici je fais maths, français et c'est tout. Sinon mais là j'ai arrêté SPC, SVT. J'ai arrêté parce que je travaille pas. Parce que tout le monde a un handicap. C'est par exemple de la 6e à la 3e et par exemple il y en a ils savent pas lire et après ils vont apprendre à lire. Il y en a, c'est différents handicaps. Mais la classe, tu vois l'espace de la classe, la salle, pourquoi elle est différente des autres? Qu'est-ce qui change? Parce que on fait pas cours comme les autres. Par exemple, il y en a qui aiment bien travailler là-bas, ils travaillent là-bas. En fait, c'est une classe. Chacun a son apprentissage. Alors, c'est un projet qu'on a développé, donc c'est ma 4e année dans le dispositif et la démarche que j'ai eue, la salle dans laquelle on est aujourd'hui était au départ une salle tout à fait ordinaire. Le seul point particulier était qu'on avait un tableau mobile en hauteur, au cas où un jeune soit était plus petit ou en fauteuil, et un point d'eau, ce qu'on n'a pas dans les autres classes du collège. Le reste est vraiment identique. J'avais un certain nombre de tables individuelles et des chaises. Et puis au départ, on a travaillé avec le groupe. Les jeunes avaient commencé à manifester le fait que travailler en groupe, quand on peut partager une activité, c'est bien. Donc sur ce groupe que j'avais à l'époque, on a commencé par installer des îlots de travail. Après, certains avaient besoin parfois de s'isoler. Donc des îlots, on a commencé à rajouter des petites tables individuelles, souvent tournées face à un mur parce qu'ils voulaient avoir la possibilité d'afficher, de poser les affaires, d'avoir un petit peu plus de place et en même temps à la fois d'entendre ce qui se passait mais de pouvoir se concentrer davantage. L'année suivante, on a investi un petit peu dans des ballons puisqu'on avait des jeunes avec des troubles de l'attention et de l'instabilité motrice assez importante. Mais on a voulu expérimenter. Et petit à petit, chaque année, on rajoute. Après, forcément, on développe certaines pédagogies. Et tout ça est utile. Et puis surtout, on a beaucoup développé en 4 ans, justement, leur temps d'inclusion. Ce qui fait que je ne peux pas forcément avoir des groupes de niveau pour travailler dans l'ULIS. Les groupes existent, mais en fait, physiquement, les enfants ne sont pas toujours là. Donc il faut qu'ils puissent retrouver leurs affaires, s'installer de manière un petit peu autonome, pouvoir poursuivre un travail commencé, que d'autres ont déjà fini parce qu'ils sont venus plus de fois. En fait, comme chaque enfant n'a pas du tout le même nombre de présence, d'heures de présence dans le dispositif, il faut faire avec. La classe flexible, après je me suis un peu documentée, on regarde aussi ce que les collègues découvrent. On va à quelques conférences et puis peut-être une démarche un peu scientifique, j'observe leurs besoins, on teste du matériel. Après ils sont consommateurs de ce dispositif au sens juge et évaluateur. Donc on a un conseil tous les 15 jours où on travaille beaucoup leurs relations sociales, mais où aussi ils peuvent être force de proposition sur l'organisation ou sur des besoins de matériel. On a par exemple un jeune qui a demandé une table isolée, une cloison, parce qu'il ne veut vraiment pas voir les autres quand il veut se concentrer sur un temps court. Donc lui, il fait des allers-retours entre la place qu'il a sur un espace de regroupement où là, ils ont tous une place attitrée, on peut tous tenir tout autour du U qui a été installé. Et puis, quand il a besoin, il va travailler ne serait-ce que 10 minutes sur cette table, qu'il appelle sa maison, qu'il a eu plaisir à installer. Et il revient après à sa place s'il faut rechercher ses affaires. Mais c'est sur des moments vraiment chronométrés, ciblés, et c'est lui qui les choisit aussi. Je peux proposer, mais c'est toujours les jeunes qui disposent du matériel ou pas. Après, on a petit à petit, au départ, on avait beaucoup moins de matériel, donc tout tenait dans un placard. Et puis, au fur et à mesure, ils ont voulu pouvoir être autonomes pour se saisir du matériel quand ils veulent recommencer une activité, sans que je sois forcément à donner l'autorisation de le prendre, parce que ça, c'est important, ça fait gagner du temps, si je suis occupée avec un autre élève. Ils ont aussi accès à tout le matériel. Par exemple, les 2 grands bureaux qui étaient attribués aux adultes du dispositif ont aujourd'hui chacun un ordinateur.
ils peuvent y accéder à la demande. Mais même s'il y a nos affaires, voilà, le principe c'est d'être en confiance et que chacun puisse disposer de l'espace dont il a besoin à un moment donné. La chose qui évolue aussi, c'est qu'à chaque fois que le groupe change, on recommence tout. Alors les dispositions peuvent rester semblables ou vraiment différentes. Et chaque année, à la fin de l'année, il y a un bilan. Ils choisissent s'il y a un espace qui leur a manqué. On a mis au départ un espace lecture, ça ne fonctionnait pas, on l'a enlevé, on l'a remis. Après, c'est fonction aussi des projets dans l'établissement. Cette année, il y a le silence en lit qui fait que le coin lecture, ils aiment bien s'y mettre allongés, les jambes en l'air, contre une étagère, sur des galettes, pas sur des calettes, à plat ventre, à plat dos, avec coussin, sans coussin. Et donc c'est vraiment ça qui fait vivre. Je pense que si demain le silence en lit s'arrêtait, ils ne l'utiliseraient plus pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment fonction des projets et des jeunes. On a du matériel qui peut même être stocké de côté parce qu'il a servi à un jeune pendant 3 ans. Et puis après, ce jeune-là, on ne repère pas les mêmes besoins. Les jeunes, par contre, je leur présente tout dès le début de l'année. Tout ce qui est possible, y compris ce que j'ai rangé parce que je pense que ça ne servira pas. Et donc parfois, ils veulent tester. Voilà. Donc c'est des bons testeurs. Et en fait, la galette, alors c'est Erwan, un camarade qui l'utilise souvent. En fait, quand on s'assoit sur une chaise, ça nous évite de bouger tout le temps. Ça nous aide à rester stable pour éviter de bouger. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'utilisent, mais moi j'utilise souvent quand je suis en inclusion, quand je sais que je ne peux pas me déplacer pour faire un exercice. J'utilise des boucliers qui est dans mon sac, un matériau qui m'aide à supporter le bruit que je mets. Donc quand il y a trop de bruit, je demande à un professeur ou un autre professeur si je peux mettre les boucliers. Alors de temps en temps, je mets à ralentir le son du bruit et à mieux écouter, à mieux me concentrer au niveau d'un exercice ou au niveau d'un cours. Et quand je me sens mieux, ça se calme, je les enlève. Mais je l'utilise aussi dans certaines sorties en Ulysse. Je travaille mieux qu'avant. Enfin, des fois, j'arrive même à me concentrer. Parce que dans mon autre classe, en fait, il y avait tout le temps le même groupe. Et du coup, on ne pouvait pas changer de place. Et du coup, là, quand j'arrive à me concentrer à ma place, je peux bouger dans tous les sens. Genre, je peux aller m'asseoir dans son bureau ou de l'autre côté, là où je peux mieux me concentrer. Et c'est bien. Ouais, parce que des fois, quand on n'est pas bien, on peut aller sur un ballon ou on peut changer de place. Quand par exemple, on est mieux dans une place, nous, je dis levez-vous, faites comme vous voulez. C'est ma place où je travaille et comme ça, je suis pas dérangée par tout le bruit que les autres font. Et sinon, des fois, quand c'est le coin, quand on travaille ensemble, je travaille là-bas. Et comme vous pouvez voir, la galette, elle sert des fois, comme je suis à ma place là-bas, à ne pas me faire mal au dos et de pouvoir bouger comme je veux. Ça, c'est ma trousse dans la table. J'ai mon sac. Ici, les tables ne sont pas pareilles que les autres classes. Les autres classes, elles sont un peu alignées, un peu carré. Que ici, c'est les tables, ils se mettent n'importe où. On peut se mettre au coin ici. On peut s'amuser un peu ici. En fait, on ne voit pas les autres et on a moins de bruit ici. Comme ça, moins, on peut travailler tranquillement avec des copains, voilà. Alors, la particularité aussi, c'est que leur âge va de à peu près 11 ans jusqu'à 16 ans. Et ils ont donc l'âge de la scolarisation de la 6e à la 3e. Mais leur niveau de compétence peut varier en fonction des domaines, parfois du CP jusqu'à la 3e. C'est-à-dire qu'on a un jeune cette année qui passera le diplôme national du brevet, comme ses camarades de classe. Mais voilà, il a besoin du soutien du dispositif dans certains domaines et puis qu'on soit là pour l'aider. Principalement en aide aux devoirs, en fait, il y a un souci de mémorisation, donc on le soutient beaucoup. Ce qui ne l'empêchera pas de passer l'examen comme les autres. Et c'est vrai que l'hétérogénéité qu'on retrouve
Si on ajoute l'âge, les niveaux scolaires, leurs compétences, leurs attitudes et leurs comportements, voilà. Parfois aussi leur motricité, tout ça fait qu'il faut qu'il y ait des emplacements différents. On a des jeunes, les mettre à deux sur une table, on va se taper les coudes sans arrêt, enfin, ça crée aussi, alors sans forcément qu'ils s'en prennent l'un à l'autre, mais ça crée de la gêne et donc il faut à chaque fois réfléchir. Après il faut aussi avoir des temps où on les regroupe et où ils sont dans des postures comme dans certaines classes ordinaires, pour qu'ils aient l'habitude aussi. C'est-à-dire que ça ne devienne pas impossible. Il faut qu'on arrive à gérer pour eux aussi les situations diverses, quoi. Très clairement, quand on a des jeunes avec des troubles autistiques, par exemple, ils vont avoir à la fois besoin de stabilité. Donc il y a des points repères dans la classe qu'il ne faut pas bouger, comme un lieu où un jeune peut avoir son ordinateur à lui pour travailler. Ils peuvent aussi avoir besoin, alors soit de voir moins les autres élèves, soit d'être un peu moins inclus dans le groupe. Donc la place, il va falloir la mettre plutôt dans un angle. Ils ont besoin d'être sécurisés en voyant le groupe, mais tout en pouvant s'isoler un petit peu. D'autres, tout simplement, bêtement, ont des difficultés avec avoir une porte dans le dos ou un endroit où on peut circuler dans le dos. C'est-à-dire que le fait que, du coup, en classe flexible, l'enseignant, il fait des kilomètres dans la journée. Et même si la salle n'est pas très grande, parce qu'on passe de l'un à l'autre. Et ces jeunes-là, il faut qu'on arrive à les aborder de face et non de dos. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Après, forcément, ce qui sert le plus sur la classe flexible, c'est les jeunes qui ont des troubles de l'attention. Où là, l'autorisation de déplacement dans la classe et de recours à du matériel ponctuel fait qu'au bout d'un moment, ils arrivent à maîtriser, à prendre conscience de leurs besoins, à réussir à verbaliser le besoin de matériel. Et du coup, on évite des situations où le jeune décroche, repousse son cahier, voire même s'oppose à l'adulte. Bon, c'est aussi des adolescents, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est vraiment positif. Après, ça va être tout le petit matériel du quotidien, les pédagogies qu'on met en place qui vont aider les différentes situations de handicap. Et puis, on est quand même 2 professionnels dans le dispositif, donc l'AESH et moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes peuvent aussi avoir recours à 2 adultes qui ont 2 postures différentes et des compétences différentes. Et ça aussi, ça fait partie du flexible, finalement. Il n'y a pas que le matériel, ça tient pas qu'à ça. C'est la dynamique qu'on met dans le groupe, le sens que ça a pour eux. Le fait aussi qu'ils puissent en juger et choisir, avoir des phases. Par exemple, de la 6e à la 3e, les enfants vont prendre beaucoup de centimètres et musculairement et puis au niveau squelettique, beaucoup changer. Et un matériel peut être adapté en 6e et ne plus l'être en 3e ou à l'inverse. Ça n'intéressait pas le jeune en 6e et ça devient intéressant en 3e. Je sais pas, par exemple, l'aide du devoir, c'est là-bas, on doit se mettre là-bas. Après, ici, c'est les ateliers de maths. Oui, souvent. Pourquoi on se met là, en atelier de maths? Parce que là-bas, ils parlent beaucoup. Après, nous, on n'arrive pas à calculer. Ouais, c'est vrai. Et après, par exemple, Erwan, je sais pas, vous l'avez fait une maison parce que moi et Camille, on parle trop. Après, il n'arrive pas à se concentrer. C'est vrai. Après, il y a Et pourquoi les maths ici? En général, on a besoin de quoi? L'espace. Besoin de l'espace. Après, pourquoi vous aimez bien être là-bas des fois? Parce que c'est ma place. Ouais. C'est rassurant d'avoir une place? On aime bien avoir sa place? Non, madame, on la partage. Ouais, on la partage des fois avec d'autres. Des fois, il y a le glissade, le là. Ouais. Mm. Mais quand même, on sait où on va s'asseoir. Donc, il y a des fois, c'est facile. Les ballons, ça sert à relaxer les gens. Par exemple, à la relaxation, mais maintenant, il n'y a plus. Ça sert à relaxer. Par exemple, Erwan, il aime bien. Il aime bien beaucoup. Après, par exemple, quand on fait un travail, quand on gigote partout sur la chaise, on prend un ballon. Ça sert à relaxer. Et les galettes alors? Et les galettes, c'est pas pour qu'on casse les chaises comme ça, on fait comme ça. Parce que Erwan, il fait souvent comme ça. Et après, on lui donne une galette. Mais maintenant, il y en a 2. Et toi, tu en prends des fois des galettes? Non. Toi, tu t'assois toujours sur des chaises? Et des fois sur les ballons. Mais tu préfères Les 2. Ça dépend du moment. Oui. Et des fois, tu te mets par terre? Non. Non, t'aimes pas travailler dans le coin lecture là-bas? Non, je travaille soit à ma place, soit ici. Pourquoi t'aimes pas travailler dans le coin lecture? Je sais pas.
Et toi, ça te dérange quand les autres font un peu de bruit, des choses comme ça? Non, moi j'aime bien le bruit. Ça me dérange pas. Avec l'AESH, on passe par une phase d'observation de leurs difficultés, donc instabilité, lecture, concentration, sensibilité à la lumière ou au bruit aussi, ça c'est important. Après ça, on va essayer de déterminer des places, du matériel à mettre à disposition. On leur présente plusieurs fois. Parfois, ils ont besoin d'apprivoiser le matériel, ça ne fonctionne pas dès la première fois. Parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ils ont ce droit de dire oui ou non. Et puis après, ils peuvent aussi juger de l'organisation de la classe. Ah mais madame, on a du mal à circuler ou à passer là. On aimerait bien un endroit spécifique pour faire les 2 devoirs. Comme ça, c'est la table, on sait que c'est là qu'on va avec l'AESH pour travailler la relecture des inclusions. Ils peuvent aussi dire, voilà, ça c'est un matériel qu'on utilise moins souvent, on peut le mettre en fond d'étagère, l'autre on va le mettre plus près. Pour peu qu'il y ait un élève devant, on va choisir de déplacer parce qu'il y a du matériel qu'on prend quand même moins souvent et d'autres plus souvent. Donc tout ça c'est vraiment important. Et puis ils ont 1 heure par quinzaine qu'on appelle le conseil de dispositif, qui est un petit peu basé sur un conseil freiné, on essaye d'évoluer vers ça. Et entre autres, le matériel fait partie des choses sur lesquelles ils échangent. Donc ils formulent à la fois des offres et des demandes d'apprentissage et d'échange. On passe par des félicitations et des choses qu'on a envie de reconnaître quand on est fier. Ils se font quelques reproches ou quelques remarques parce qu'ils ont envie de progresser sur des choses ou échanger sur des difficultés qu'ils ont ensemble. Et puis des fois l'espace fait partie, c'est-à-dire que c'est pas du tout interdit de dire voilà, ma chaise, je suis pas à la bonne place, mon voisin il me fait du coude. Enfin, ils ont le droit, ils savent que c'est pas juger l'autre ou se dévaloriser soi, de dire qu'on a une difficulté. Et puis parfois ils peuvent faire des demandes. On a étudié en histoire géo des choses et on a remarqué qu'on avait besoin de revoir les continents mais autrement, de les toucher. Donc dans ces cas-là, on va soit construire du matériel, ça on en fabrique quand même un peu, soit petit à petit, là en 4 ans, on a fait des demandes de budget complémentaires, ça passe en conseil d'administration dans l'établissement. Et voilà. Donc ils sont acteurs, ils ont le droit de parole. Après, on a aussi une direction d'établissement qui est à l'écoute des jeunes et qui parfois vient en classe les écouter, écouter leurs demandes, donc c'est super important parce que tout prend du sens. Ils contribuent aussi à l'installation, ça c'est le dernier élément. Dès qu'on a du nouveau matériel, ils peuvent le monter eux-mêmes. Et après, on constate vraiment que le matériel est respecté parce qu'ils se le transmettent. Puisque c'est un groupe de plusieurs niveaux, il y a toujours un groupe qui reste et des nouveaux qui arrivent et certains qui partent. C'est jamais tout le groupe en fait qui disparaît pour son orientation future. Donc il y a aussi ce respect de mais on l'a installé l'année dernière, nous on a galéré à installer ça. Donc il y a ce respect aussi du matériel et puis certains rappellent que l'année dernière il y avait un peu moins, que là on avait trouvé ça bien mais cette année ça sert plus. Donc ça c'est vraiment, je pense, important pour qu'ils s'approprient le lieu et que ça ait du sens. Sinon ils ne respectent pas le matériel et ils n'osent pas l'utiliser. Alors depuis l'année passée, donc ça fait 1 an et demi, on a ajouté dans le dispositif, suite à des besoins observés pour des jeunes qui avaient des troubles de l'attention et puis parfois des difficultés de relation avec leur père, avec l'adulte et des difficultés sociales, qu'on avait besoin d'un relais et que l'AESH et moi ça suffisait plus et que parfois le dialogue et la parole c'est typiquement humain et ça suffit pas non plus. Et donc c'est un petit animal, c'est un cochon d'Inde et les jeunes... déjà l'animal peut parfois appeler quand c'est trop calme. C'est aussi un animal qui réagit s'il y a des conflits ou que le ton monte dans la classe parce que soit il y a un conflit entre eux, soit il y a trop de tension, sans forcément que ça soit visible par la parole. Et les jeunes peuvent demander à l'avoir pour travailler. Et parfois juste le fait que l'animal soit sur la table dans une petite caisse qui est prévue pour ça, ça va décentrer de ses propres émotions. Alors c'est aussi un animal qui a l'habitude d'être manipulé depuis tout petit et qui parfois leur amène un peu de sérénité parce qu'il va redemander des caresses. Parfois il nous perturbe un petit peu aussi, on fait des activités pédagogiques, il va manger un coin de feuille, quelque chose comme ça. Mais du coup il est là, il faut le considérer. Et ça permet de... On ne peut pas reprocher au cochon d'Inde comme on pourrait faire à un camarade qui gesticule de trop.
de nous embêter. Là, le cochon d'Inde, il faut faire avec. Et puis, il faut le respecter. Et puis, surtout, on en est responsable sur l'ensemble. Donc, il faut veiller à ce qu'il ait de l'eau. Parfois, on s'inquiète pourquoi il couine en plein milieu d'une heure d'activité, quoi. Et on a des jeunes pour qui c'est un point de repère très, très important. Ça leur permet de se reconcentrer, d'évacuer. Parfois, il lui parle aussi. Et quand la parole ne se délie pas avec l'adulte, au départ, un petit moment avec le cochon d'Inde dans le coin lecture, ça ne va pas durer longtemps, donc on ne perd pas en termes d'efficacité d'apprentissage scolaire, mais on gagne tellement derrière à ce que le comportement du jeune se soit recentré, à ce que ses émotions, je leur dis souvent, soient redescendues. Là, après, on peut parler. Celui-là, le cochon d'Inde va ici et on le caresse. Alors, la table, oui, mais il faut pas quand même que je le prenne que pour moi, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Ça s'appelle un animal médiateur. Il aide aux personnes, aux enfants de travailler mieux. C'est ce que j'apprécie beaucoup aussi au quotidien, c'est qu'ils sont inattendus. On peut avoir un vocabulaire soutenu et d'autres fois c'est difficile. Après, c'est ce qui est aussi difficile dans ce qu'on nous demande comme mission, c'est qu'il faut être en permanence capable de s'adapter, de se remettre en question et de laisser faire les enfants. Parce que ceux qui se connaissent le mieux, c'est quand même eux. Et justement, la classe flexible, elle permet ça aussi. C'est qu'ils apprennent à respecter leurs besoins, ils apprennent à chercher des personnes ressources ou du matériel ressources. Et je trouve que pour leur vie d'adulte, c'est essentiel. Oui, donc on est d'accord, ça c'est ce qu'on a au départ. C'est tout juste. Oui. Ok. Maintenant, je veux réussir à fabriquer ça. 1000. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Je continue à compter, hein, j'ai 460. Si je rajoute un truc comme ça fera combien? Ça se ferait 500. 500 60. 60. Encore, je continue. 600. 700. Attention, vous me mangez un bout du nombre, je suis pas d'accord. 760. Voilà. 800. 800. 60. 60. 960. 960. Alors. 961. 62. 63. 64. 65. 66. 66. 67. 68. Attendez, je vais carrément vous sortir le godin. 69, très bien. 69, 70, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 477, 18, 19, 80, 90, 1000. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, le dispositif, depuis 4 ans, a beaucoup évolué avec vraiment un engagement de l'ensemble de l'établissement et de tous les personnels. Ce ne sont pas que les enseignants qui sont concernés. Ça ne fonctionne pas si l'équipe médico-sociale ne s'implique pas. Ça ne fonctionne pas si l'équipe de vie scolaire ne s'implique pas. Ça ne fonctionne surtout pas s'il n'y a pas une vraie attitude et un leadership de l'équipe de direction. Ça va même jusqu'à la gestionnaire de l'établissement, le secrétariat. Tout le monde doit avoir ce regard sur ses enfants. Alors ils doivent être par contre repérés. Il faut bien le présenter à l'ensemble des personnels. Et l'intérêt, c'est que l'établissement après devient capable de repérer des besoins particuliers au-delà de l'ULIS. De repérer qu'il y a un enfant qui va être timide et va arriver au secrétariat mais n'osera pas trop avancer, demander quelque chose. Et donc, je pense que cette sensibilisation aux enfants qui ont une reconnaissance de handicap permet aussi d'ouvrir des portes à d'autres enfants. Dans l'établissement, on a le projet de travailler sur un pôle inclusif, c'est-à-dire d'élargir la possibilité de ce qui est offert aux élèves du LIS à d'autres élèves sur des temps transitoires. Nous, les élèves du LIS, ont ce droit à cette scolarité adaptée et aux besoins complémentaires. Mais on trouve aussi que soutenir, tout comme les collègues de classe d'inclusion adaptent les évaluations, peuvent accepter d'évaluer à l'oral uniquement et pas à l'écrit, on trouve aussi qu'il y a d'autres enfants qui des fois ont besoin de ça, même si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si on lutte contre le décrochage et si on permet à l'enfant de garder une estime de lui et une appétence pour les apprentissages, on aura tout gagné. Donc aujourd'hui,
c'est toute l'équipe qui est engagée. Donc on participe déjà à un projet de recherche avec des enseignants et des chercheurs sur la notion de communauté de partage de pratiques professionnelles. Et on aimerait vraiment que ça soit contagieux à l'ensemble de l'établissement et que ça vienne même concerner les espaces, les lieux de circulation, les temps de vie en dehors du temps scolaire pour que chacun puisse trouver sa place dans l'établissement et surtout réussir à grandir et à continuer à apprendre avec plaisir.